Chers auditeurs de Aïba FM, comme d'habitude, nous accueillons tous les lundis soirs à 20h des invités de marque pour commenter l'actualité et avoir leur point de vue sur la gestion du pays. Aujourd'hui, j'ai invité mon ami Maître Larifou, mais rassurez-vous, sur ce plateau, il n'y a pas d'amis, on pose les bonnes questions en dépit de tout. Maître Larifou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, l'invitation sur Aïba FM. Monsieur Larifou, je vais vous appeler maître étant donné que vous n'avez jamais occupé des fonctions ministérielles, que je sache, n'est-ce pas? Et j'aurais bien voulu vous appeler monsieur le ministre, mais ce n'est pas le cas. Mais tout le monde connaît le combat que vous menez voici déjà près de 20 ans, bientôt, si ma mémoire me bonne. Vous avez participé également à la dernière présidentielle, vous avez fait un score ô combien honorable quand même, parce que vous étiez nombreux, 6%, ce n'était pas négligeable, n'est-ce pas? C'est ça, 6%? Oui, effectivement. Donc, à vous seul, c'est quand même honorable sur plus d'une dizaine de candidats. Maintenant, ma première question va s'articuler autour de quelle est la suite? Quelle est votre suite maintenant? Que l'élection est finie. D'abord, où vous situez-vous? Dans l'opposition ou dans le pouvoir? Ma question semble bête, dans la mesure où, jusqu'ici, depuis l'élection présidentielle, vous n'avez pas parlé. Ou du moins, si vous avez parlé, pas sur cette station. Donc, on aurait voulu savoir quelle est votre situation à l'heure actuelle. Bon, merci d'abord de m'avoir fait cet honneur de venir ici, sur ce plateau, échanger avec vous. C'est vrai, on se connaît depuis des dizaines d'années. Mais bon, on est là pour parler des Comores, pour parler de l'actualité du pays. Bon, vous l'avez justement souligné que lorsqu'on s'adresse à des Comoriens pour parler de la situation du pays, il n'y a plus de sentiments. Je partage effectivement ce point de vue. Donc nous sommes là en tant qu'animateur journaliste pour vous. Et moi je suis là en plutôt animateur, je préfère. Voilà, journaliste animateur. Et moi animateur tout court. Voilà, en tant qu'animateur. Et puis moi je suis là en tant qu'un modeste acteur de la vie politique comorienne. De la modestie, oui. Voilà, de la vie politique comorienne. Donc, pour moi, c'est un honneur de répondre aussi favorablement à une demande d'une station radiophonique. Bon, vous avez fait allusion au fait que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à occuper des fonctions politiques. Puisque lorsqu'on parle des fonctions politiques, les fonctions politiques, il y a des fonctions gouvernementales, il y a d'autres fonctions également. J'ai pas eu effectivement l'opportunité d'occuper des fonctions politiques, mais je peux dire que j'ai pas chômé depuis ces 17 dernières années, puisque j'ai exercé pas des fonctions politiques, mais j'ai mené des activités politiques. Des combats. Voilà, des combats politiques. Il y a effectivement une différence entre des fonctions politiques. Qui vous a conduit souvent en prison quand même. Vous avez été, je pense que le régime actuel, vous avez mis au ouf, excusez-moi de l'expression, à un certain moment, non? Oui, effectivement. Bon, c'est la vicissitude. C'est l'Afrique. La vicissitude. Est-ce que c'est la vie de l'homme politique en Afrique? C'est d'être exposé à la prison. En raison de ses opinions. Oui, pas tous. Pas tous. Il y a certains qui ont des opinions qui ne les expriment pas. Il y en a d'autres comme moi qui ont eu à les exprimer et que cela a indisposé les gouvernements passés, notamment le gouvernement Azali 1. Puisque là maintenant c'est Azali 2 qui semble beaucoup plus assagi. En tout cas, c'est ce qu'il dit lui-même, comme quoi il s'est beaucoup assagi. Il le dit. Bon, donc. Non, mais vous. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore vu Azali dans ses œuvres pour justement me faire un jugement de ce qu'est devenu Azali 1. Bon, on va y revenir. Ça sera le vif du sujet, justement. Tout à fait. Mais bon, donc j'ai pas eu à exercer des fonctions politiques, mais j'ai mené des actions politiques.
Bon, donc, j'ai pas chômé ces 17 dernières années. Et c'est pour cette raison, je pense, par rapport aux engagements et aux actions politiques que j'ai menées ces 17 dernières années, que les Comoriens m'ont toujours fait l'honneur en me donnant des scores plus qu'honorables, en tout cas des scores que je qualifierais de crédibles et qui me permettent effectivement de rester sur la scène politique comorienne. Crédible, oui, mais tout est relatif, maître. Parce que si mémoire est bonne, il me semble que vous êtes parti à 11 ou 12. La première élection, l'élection présidentielle des gouverneurs qu'on appelle aujourd'hui, vous étiez à 11 ou 12, non? La première fois où je m'étais présenté, on était 19. Oui, 19. Et le score était de? Bon, la première fois, je suis arrivé en 4e position. Donc vous étiez aux alentours de plus de 10%. Oh, j'avais plus que environ, ça. Oui, justement, plus de 10%. J'avais plus que 10%. Alors, et le score que vous avez fait lors de la dernière présidentielle, quelle est la leçon que vous tirez, vous? Vous semblez dégringoler un peu, non? Dégringoler, peut-être, je dirais pas qu'il y a eu des gringolades, comme vous le dites. Bon, je dirais non, en tout cas. Non, moi je me suis fait moi-même mon propre jugement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs que j'ai commises. Erreurs d'approche. Erreurs d'approche. Oui, j'ai. Mais dans quel sens Erreurs d'approche. Et puis il y a eu un problème aussi au niveau de ma communication. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pas. Oui, mais revenons sur l'erreur. Bon, si vous devez parler d'erreur, est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Oui, je peux. Je parlais de problèmes de communication que j'avais eus. Ouais, mais vous avez parlé des erreurs aussi. Oui, mais c'est l'erreur. Alors, l'erreur, c'est quoi? Bon, l'erreur de communication, je pense. Non, l'erreur. Il faut distinguer deux choses. Vous parlez d'erreur de communication. Ça peut être une erreur collective au niveau de votre équipe, mais l'erreur personnelle. Non, mais je parle de mon erreur personnelle. D'accord, ok. L'erreur communication, puisque j'ai pris du temps pour me déclarer comme candidat aux élections présidentielles, et j'ai pas eu le temps. Non, mais moi l'erreur. Est-ce que moi, quand vous dites erreur, je pensais plutôt à votre alliance avec Samy. Mais laissez-moi parler. Oui, justement. Mais laissez-moi parler. Là, vous arrachez ma réponse. Non, je n'arrache pas la réponse. Non, mais justement, lorsque je parle ça me trompe l'esprit de savoir, parce que vous qualifiez ces derniers temps de trop naviguer. Non. C'est pas l'erreur que j'ai commise, c'est le fait de n'avoir pas suffisamment donné des explications à l'opinion sur le motif qui m'a amené à me retrouver avec Sambi. Est-ce que vous ne pensiez pas franchement que Sambi allait gagner? Raison pour laquelle vous vous êtes allié avec lui. Non. J'ai commis une erreur de communication puisque j'ai pas suffisamment pris le temps. Ce n'est pas une erreur de communication, c'est une erreur de stratégie. Non, stratégie. Oui, stratégie, d'accord. Voilà. J'ai pas suffisamment expliqué aux Comoriens le pourquoi, je dirais même pas d'alliance, mais le pourquoi nous sommes 5 partis politiques, nous nous sommes retrouvés avec Sambi dans le cadre de ce qu'on appelle un regroupement des partis politiques d'opposition. Non, maître, non, on s'est retrouvés. Votre alliance avec Sambi, elle a été conclue, je pense, bien avant le regroupement de ces partis. Non. C'est ce regroupement des 5 partis d'opposition. Il y a le RIDIA, il y avait le Djoua, il y avait le PEC, il y avait le Zamzam, et puis il y avait aussi le parti de Achirafi. 5 partis. Oui. Nous nous sommes tous retrouvés ensemble, justement pour quelle raison? Parce qu'il fallait dénoncer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. D'accord? Vous pouvez me rappeler ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est des militaires qui se sont introduits, d'accord, qui se sont introduits dans l'hémicycle, justement pour imposer plutôt un bureau à l'Assemblée nationale, aux députés. Donc moi, comme beaucoup des milliers de Comoriens, j'étais pas du tout... Vous parlez de quelle période, là? Vous parlez de... Ça, c'était en 2015, si je ne me trompe pas. C'était 2015. C'était après les élections législatives. Voilà. Donc il fallait que l'Assemblée nationale se dote d'un bureau, n'est-ce pas? Et les militaires se sont introduits dans l'hémicycle pour imposer un président aux députés. Écoutez, en tant que démocrate,
Je me suis dit, non, ça, c'est quand même pas possible. S'ils en sont arrivés à cela, c'est que bientôt il y aura des élections présidentielles, ils feront pire. Donc il fallait effectivement que des partis politiques se regroupent pour dénoncer cela. C'était l'objectif. Qui a fait ça? Ben, c'était le régime Clélou qui a fait ça, que vous allez rejoindre après. Et après, il faudra vous expliquer pourquoi. Parce que comment vous expliquez que 2015 à 2016, vous faites cette... je pense que j'aurai l'occasion de m'expliquer. Mais là, vous m'avez posé une question qui me semble très importante, puisque c'est la première fois que je m'explique, effectivement. Vous avez l'occasion de vous exprimer. Voilà, c'est la première fois depuis les élections présidentielles que je prends le temps et l'opportunité de m'expliquer sur les raisons, les difficultés que j'ai rencontrées aux élections présidentielles. Donc, je souhaiterais m'étaler un petit peu sur les sujets, et puis on répondra à d'autres. Voilà, et puis on répondra à d'autres questions. Bon, donc effectivement, c'était la raison principale qui a justifié le regroupement des partis politiques. Donc, il n'y avait pas d'alliance au fait. Voilà, c'était une rencontre. Une entente de circonstances. Voilà, c'était une rencontre de circonstances entre des partis politiques qui se sont opposés à des actions qui ont été menées dans l'hémicycle. Voilà, ça c'était l'objectif. Nous nous sommes retrouvés à Paris justement pour dire non à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale des Comores. Bon, on a organisé une réunion à Paris, c'était une très 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 belle réunion, un bon meeting. Au cours de ces meetings, je suis intervenu pour dénoncer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On m'a posé la question. Oui, justement. Non, on se souvient de cette fameuse photo prise à l'aéroport à l'arrivée des Zambiens avec vous, avec le turban. Et tout le monde était étonné, justement. Non, mais justement, on va arriver. Bon, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il fallait se poser deux questions. Premièrement, puisque là on était en pré-campagne des élections présidentielles, au cours de ce meeting, Zambie est venu déclarer sa candidature aux élections présidentielles. Voilà. Pour moi, ce n'était pas le sujet. Et c'est pour cette raison que je ne me suis pas du tout prononcé. Mais par contre, on m'a posé la question. Il vous a pris des cours? Non. Il avait sa démarche. Mais que vous ne le saviez pas? Non, moi je le savais. Mais je me suis dit, écoutez, c'est son problème. Il veut poser sa candidature, il veut déclarer sa candidature. Il le fasse. Il a régné quand même, il a fait régner une certaine confusion. Là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est là où il va y avoir justement un problème de communication. Lorsque je parle de problème de stratégie, c'est ça au fait. Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Bon, donc, au cours de ce meeting, on m'a posé la question. On m'a dit, est-ce que vous éclairez l'opinion sur un problème? J'ai dit lequel? Problème constitutionnel. Je dis oui, moi je ne vois aucune disposition de la constitution comorienne qui empêche un Comorien d'origine anjouanaise de se porter candidat aux élections prochaines. De même que je ne vois pas aucun obstacle pour un Maurien de se porter candidat aux élections prochaines. Bon, ça c'est ma lecture. Bon, s'il faut défendre cette lecture, moi je le ferai puisque c'est ce qui me semble la plus objective. Et puis, il y a l'aspect politique. Et je l'ai bien dit au cours de ce meeting. Je dis, ça c'est mon opinion. Et puis, c'est à la Cour constitutionnelle de trancher ce problème. Puisque c'est un problème constitutionnel. Et heureusement, la Cour a eu à se prononcer sur le sujet. Bon, voilà. Et à partir de là, bien sûr, bon, j'avais peut-être pas le même niveau de compréhension politique, la compréhension de la portée politique des déclarations à la fois de Zambie et les explications que j'ai données par rapport à la lecture que j'ai faite de la Constitution, et à partir de là, il y a une confusion, effectivement. Je ne peux pas nier la confusion, voire même le trouble que cela a provoqué. Et c'est là où j'ai manqué, effectivement, ma stratégie n'était pas bonne, en fait, puisqu'il fallait tout de suite intervenir pour dire qu'il n'était pas question de candidature, mais bon... Est-ce que vous êtes conscient, maître, que ce constat dont vous faites aujourd'hui, vous avez perdre beaucoup bien sûr, de sympathie. Bien sûr. Beaucoup, énormément. Oui. Alors, il se dit, ou alors il se disait, que vous vous êtes porté candidat parce que Zambie a refusé de vous prendre comme vice-président au départ. Non. Je l'ai dit clairement. Moi, je ne suis pas du genre à passer sous silence, etc. Dans mes discussions avec Zambie, je le jure,
Non, mais... Non, je les jure sur... Ben, je vous crois, vous n'avez pas juré, mais... Et ça, je pense que personne ne peut le démentir. Même les proches de Sambi ne peuvent pas démentir. Dans les discussions que j'ai eues avec Sambi, il n'a jamais été question de ma candidature. Mais vous attendez à ce qu'il vous propose? Non, il n'a jamais été question dans les discussions que j'ai eues avec Sambi. Ça vous a jamais traversé l'esprit? Je lui ai jamais... Sambi pouvait vous prendre comme un... Je lui ai jamais sollicité quoi que ce soit à Sambi. Est-ce que vous... Oui. Ça vous avait déjà traversé l'esprit que éventuellement Sambi pouvait vous prendre vice-président? Non. Très franchement. Non. Moi, je me suis jamais posé la question puisque je me suis dit Sambi, il a ses militants. N'est-ce pas? Il a ses militants. Oui, mais quand on est dans une alliance, forcément. Non, mais c'était pas justement cette alliance à l'origine. Ou alors une attente. Non. Cette alliance ou bien cette entente à l'origine n'avait pas vocation à désigner un parmi nous comme étant le candidat de l'alliance. Voilà. Les choses sont très très claires. Jamais. Ça n'a jamais été l'objet d'une discussion. On ne peut pas parler d'alliance parce qu'une alliance, c'est une entente. Suppose un mais par contre, ça c'est un minimum d'entente. Voilà, mais ça c'est dans un premier temps. Et nous avons politiquement estimé qu'il était peut-être approprié, voire même opportun, pour nous d'envisager cette hypothèse. D'accord. Cette hypothèse a été discutée, pas par moi. Je n'ai jamais discuté de cette hypothèse. Et qui a discuté cette hypothèse? C'est les lieutenants des partis politiques. En dehors de vous? Oui, en dehors de moi. Maître Bako, en dehors de vous? Non. Maître Bako, c'est votre représentant. Maître Bako. Donc, quand Bako parle, il parle il parle au nom du RIDJA. D'accord. Oui, il y a Bako qui est intervenu pour le RIDJA. Et puis, il y a certains aussi qui ont parlé au nom de leur parti. Du moins, les 5 partis se sont retrouvés pour voir est-ce qu'il y a possibilité à ce que nos partis désignent un parmi nous comme étant tête de liste pour aux élections présidentielles. Et voir aussi s'il y a possibilité de désigner des candidats aux élections de gouverneur. Ça a été discuté, effectivement. Et puis c'est à partir de là que Djoua a dit que non. Et Djoua avait raison. Djoua a dit que, écoutez, nous nous sommes retrouvés tous ensemble dans le cadre de ce regroupement des partis politiques, non pas pour parler des élections, ou bien des candidats, des désignés des candidats aux élections à venir, mais pour parler d'un problème survenu à l'Assemblée nationale et puis de l'interprétation que nous faisons de la Constitution. Bon, voilà, les choses sont claires. Bien sûr. Parler, maître, vous avez fait état d'un comportement de novice, alors que vous êtes quand même un chevronné, ça fait 17 ans que vous êtes dans ce monde-là, vous savez comment ça fonctionne. Comment vous êtes rentré dans une telle démarche, tout en ignorant les tenants et les aboutissants, et en sachant également que les alliances sont très circonstancielles aux Comores, je vais dire les alliances politiques. Oui, mais moi, dans cette démarche, j'étais convaincu, et j'étais pas le seul, Ashrafi, et puis Zamzam également, donc 3 partis sur le 5, nous étions convaincus que c'était possible de nous mettre d'accord. Qu'est-ce qui a fait ça? Non, écoutez, je tiens à vous dire que les trois partis dont j'ai cité le nom étaient pertinemment convaincus que c'était possible, effectivement, de nous retrouver pour désigner un candidat parmi les 3. Voilà, parmi les 3, celui de Zamzam, de Kadim, et puis de Ria. Bon, nous ne sommes pas mis d'accord. Et c'est pour cette raison... Pourquoi quel était le point d'achoppement, justement? Pourquoi ça n'a pas abouti? Puisque les 3 partis dont j'ai cité le nom étaient convaincus qu'il fallait rallier Djoua dans cette logique. Et comme Djoua ne s'est pas inscrit dans cette logique, qui était persuadé de gagner l'élection. Voilà. Et comme Djoua ne s'est pas inscrit, tout à fait. Comme Djoua ne s'est pas inscrit dans cette logique, je peux vous dire que ça a cassé la dynamique. Voilà. Et moi, je ne me suis pas déclaré depuis mars 2015 parce que je voulais que les partis politiques qui se sont retrouvés tous ensemble désignent un parmi nous. Donc, voilà. Vous voulez dire que votre candidature était une candidature de précipitation? Non, c'est pas une candidature de précipitation. C'est une candidature que je voulais que ce soit celle, comme les autres, les 3 autres d'ailleurs, celle d'Ashrafi, et puis de Djoua, je voulais que ce soit une candidature de ce regroupement.
Je ne voulais pas me déclarer au mois de mars Oui, comme étant le candidat de ce groupement, alors qu'il fallait que tout le monde se mette d'accord. Et lorsque j'ai vu comme quoi il y avait effectivement un échec... Je ne peux pas comprendre, maître Larifou, qu'un homme politique aussi averti comme vous, avant 3 mois d'une élection, d'une échéance électorale, vous n'intégrez pas l'idée que vous puissiez être candidat, mais c'est suite à cet échec que vous allez vous porter candidat. Non. Vous ne trouvez pas que le temps était court? Non. Moi, je savais que j'allais être candidat. Mais je voulais être Pourquoi vous avez alors... Non. Je savais... Je me donne dans les idées parce que je me retrouve pas. Non, moi-même, je savais que j'allais être candidat. Ma décision, je l'avais prise depuis longtemps. Et pourquoi discuter avec les autres? Pour essayer de nous mettre d'accord. Que la candidature soit portée non pas par moi, mais soit portée par les autres partis. C'est sans conviction, alors. Non, j'étais convaincu. La preuve en est que je ne me suis pas déclaré bien avant. Et que nous avons bien avancé. On avait engagé des discussions. Mais les discussions ont échoué. Je vais vous donner l'exemple. Bon, en France, on a toujours l'habitude de prendre l'exemple de la France. Mais là, on est à combien? À 7 mois 7 mois des élections présidentielles en France. Tout à fait. Bon, pour l'instant, les socialistes ne savent pas qui sera le candidat. Mais ce sont tous... Il y a des candidats socialistes aux primaires. À droite également. Mais ce n'est pas le cas des communs. C'est pas le cas des communs, mais je peux vous dire que dans mon cas, moi, je savais personnellement que j'allais être candidat, j'avais pris mes dispositions. Il fallait que cette candidature soit inscrite dans une dynamique d'opposition. Vous passez, alors, vous êtes candidat, ça c'est la logique, c'était ma logique, j'ai pas dit qu'elle était... Vous avez, je pense... Lorsque je vous parlais tout à l'heure d'une très mauvaise stratégie, vous l'avez expliqué. Oui, voilà, c'était, voilà. Lorsque je vous parle de la stratégie, elle n'était pas bonne, ça je l'ai dit. L'explication, elle est claire. Non, mais ça c'était la logique. Mais oui, bien sûr, chacun. Et ça c'était la logique que j'avais défendue. Et elle n'était pas fructueuse, au contraire. C'est une stratégie qui était complètement chaotique, puisqu'elle nous a amené à ces résultats qui, pour certains, c'est un bon résultat, mais je peux vous dire que pour moi, ce résultat, il est décevant. On va passer à une autre question. Mais, maître Larifou, est-ce que... quelle est votre position? Où situez-vous maintenant? Parce que vous êtes où là? Vous êtes où? Est-ce que vous êtes... Il me semble que vous êtes seul actuellement. Dans votre combat. Vous cherchez, on a l'impression que vous cherchez un peu... Vous pouvez nous dire... Non, moi je sais où je vais. Je sais ce que j'ai pour ce pays. Et par rapport à la situation actuelle, si c'est votre question, je peux vous dire que je ne suis pas, parce que vous m'avez posé la question, je ne suis pas dans le pouvoir, donc tout naturellement, je suis dans l'opposition. Voilà, les choses sont claires. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut parler d'opposition à l'état actuel des choses? Bien sûr qu'il y a l'opposition. Il ne faut pas quand même... Quand vous dites opposition, vous pensez à qui? À quel parti? Non, moi je ne parle pas... Pensez à vous et qui? Non, moi je ne parle pas des autres. Moi je ne parle pas pour les autres puisque je ne sais pas ce que les autres font chez eux. Je ne regarde pas chez le voisin. Non. Moi je parle poser la question à Saïd Larifou, responsable du RIDIA. Mais ce sont les mêmes avec qui vous avez fait une route lors des élections. Vous êtes alliés à eux? Non. Vous n'avez plus de nouvelles? Non. Ils sont partis? Non. Vous êtes fâchés? Non, que les choses soient claires. Le RIDIA s'est présenté aux élections présidentielles sans alliance au premier tour. Au deuxième tour? Moi je parle de primaires. Oui, tout à fait. Les primaires, le RIDIA s'est présenté aux élections seul. D'accord? Et au deuxième tour, il fallait que le RIDIA, avec le score que vous avez évoqué tout à l'heure, il fallait que le RIDIA fasse le choix entre les 3 candidats. Notre choix, le choix, pas de Saïd Larifou, mais le choix du parti, puisque j'étais même pas présent, lorsque le parti a décidé de porter leur voix, leur soutien à Mamadou. Ils étaient combien? Je vais vous donner. Je vais vous donner, puisque c'est quand même une précision très importante. Ils étaient 16 membres du bureau du parti RIDIA. 16 membres du parti, membres du bureau. 3 sont portés pour Azali. Et le 13 pour c'était Mamadou. Alors, vous avez dit, je n'étais pas là. Moi, Larifou, Saïd Larifou. Quelle aurait été
la position de Saïd Larifou s'il était là? Est-ce qu'on peut le connaître maintenant? Même si c'est trop tard. Oui, mais si. Vous auriez voté votre Mamadou. ancien geôlier? Oui, j'aurais Ou voté. alors Mamadou? Non, j'aurais Donc, le voté parti Mamadou. s'est aligné sur votre ligne. Non, le parti, c'est pas lié sur ma ligne. Mais oui, parce que vous auriez voté si. Mamadou, vous avez dit... Non, je vais dire que j'ai pas donné d'instruction aux membres du bureau politique du RIDIA pour voter pour X ou Y. Mais si j'étais présent, j'aurais porté ma voix sur Mamadou. Sur Mamadou. Ah oui, ça c'est clair. J'apprécie ce passage-là parce que c'est très honnête. Moi, j'avais cru que vous alliez répondre. J'allais soutenir mon ancien geôlier. Bon, écoute. Bon, maintenant, donc vous êtes seul et vous n'avez pas contact avec vos anciens alliés. Non, d'hier, ceux avec qui vous avez concouru vous avez apporté le soutien ces derniers temps? Mamadou, Saïdi et tout ça. Je ne sais pas si je suis seul, hein, je ne peux pas vous dire si je suis seul dans l'opposition, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis en contact permanent avec Mamadou, oui. Et Saïdi aussi, j'ai des contacts avec lui. Voilà. Est-ce que vous pensez que justement ces trois partis dont vous venez de citer, dont chacun de ces partis a ses troubles intérieurs, parce que le Hadi aujourd'hui semble se diviser en deux. Il y a le clan Chefou et le clan Saïdié. À l'intérieur de l'UPDC, certains députés nagent un peu. C'est pas trop prometteur pour la démocratie du pays. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, l'Assemblée s'est ouverte. On n'a pas une lisibilité d'opposition ou de gouvernement. Quoique, je pourrais éventuellement dire qu'on ne sait pas quoi s'opposer, puisque le gouvernement actuel n'a pas encore fourni les armes qui permettent de créer un dynamisme d'opposition. Ça, j'en conviens. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, quelle est la trajectoire suivante que vous comptez suivre actuellement? Bon, écoutez, d'abord, moi je pense qu'il y a urgence pour nous aussi, hein, au sein du RIDIA. Bon, avant de parler des autres, bon, je vous ai répondu à la question que vous avez posée pour savoir si j'ai des contacts avec Mamadou et Saïdié. Je vous ai dit oui, j'ai des contacts permanents. Et nous travaillons. Je ne sais pas si on va parvenir. Ah, vous travaillez? Oui. C'est-à-dire vous organisez des rencontres, tout voilà. ça? Nous travaillons. Je ne sais pas si on va aboutir à des résultats concrets, mais en tout cas, il y a une contribution. Moi, j'ai apporté une contribution pour que l'opposition se restructure à travers des idées, à travers une stratégie nous permettant d'offrir aux Comores et aux Comoriens. Est-ce que vous pensez que c'est possible, maître? J'ai la conviction, vous voyez. Si je dis que c'est pas possible, c'est pas la peine que Est-ce que les égos ne vont pas apparaître Non, je ne sais pas, mais si je dis que c'est pas possible. L'histoire de leadership. Voilà. Non, mais ça, c'est humain, quoi. Vous voyez, dans toutes les organisations, il y a toujours une compétition pour les leadership. Pensez-vous que vous allez arriver à un consensus pour devenir leader? Un consensus, je l'espère, mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur, quoi, des compétitions, vous voyez, sinon il ne faut pas faire la politique. Tout à fait. Vous voyez? Bon, donc, qu'il y ait une compétition, c'est humain, c'est démocratique, sinon c'est pas la peine, effectivement, de se retrouver dans les organisations. Comment voyez-vous, au cas où il y a entente entre ces trois forces dont vous venez de citer, comment vous voyez-vous le leader? Est-ce que vous pouvez dessiner le profil du leader parmi vous trois que vous citez? Bah écoutez, moi avant de parler, ce qui est sûr, c'est que l'opposition, la future opposition des Comores, en tout cas l'organisation de l'opposition comorienne, doit sortir de ses habitudes politiciennes. Nous devons offrir aux Comores et aux Comoriens une alternance crédible qui repose sur des choix économiques, une vision économique, qui repose aussi sur des propositions pour sortir les Comores de la crise ou bien les crises sociales dans laquelle traverse le pays, auxquelles vous sont exposés. Vous parlez d'alternative, d'alternance. Ça fait que 3 ou 4 mois que le nouveau pouvoir s'est installé, donc c'est encore tôt. Non, la conquête du pouvoir se prépare dès maintenant. D'accord. Voilà, donc la conquête du pouvoir se prépare dès maintenant. Ça fait à peine 3 mois. Ça fait à peine 3 mois que nous sortons d'une élection extrêmement difficile, étendue, voire même conflictuelle. Tout à fait. Il faut laisser quand même les acteurs de ce combat
se reposer, digérer la défaite, oui. Et puis se retrouver, et je pense que c'est le cas, mais je sais que les Comoriens auraient bien voulu que tout de suite après la proclamation des résultats, que nous ressortons les haches de guerre pour nous. Non, je pense qu'il est responsable. Il est responsable d'abord de s'auto-critiquer. En tout cas, moi, je continue à m'auto-critiquer moi-même pour savoir qu'est-ce qui fait que le Ridja, qui a eu autant de scores dans les précédentes élections, et à régresser, puisqu'il faut dire des régressions, effectivement. Mais vous avez une responsabilité même. Oui, bien sûr. Non, bien sûr que j'ai une responsabilité. Énorme. Bien sûr que j'ai une responsabilité en tant que responsable du parti. Merci de le noter. Voilà, j'ai une responsabilité là-dessus. J'en ai déjà évoqué, énuméré une des causes, justement, des difficultés que nous avons rencontrées, puisqu'effectivement, aller à des élections présidentielles, mener une campagne de 3 mois, pour moi, c'était pas du tout ça, quoi. Voilà. C'était une campagne de 3 mois. Bon, nous sommes arrivés avec un score qualifié pour certains de crédible, je vais bien, mais nous aurions pu faire davantage. J'aurais pu faire davantage. Oui, parce si que si j'avais oui, pas. Vous n'avez pas fait un score, je dirais, même si ce score-là est honorable, étant donné la multitude des candidats qu'il y avait, mais si vous n'avez pas fait assez, vous devez vous en prendre à vous, parce que vous avez fait énormément d'erreurs. Nous avons eu en face de moi aussi, les 4 premiers sont quand même des anciens chefs d'État. Oui, puisque Mamadou, il avait le soutien apparent d'Ikilulu. Et puis il y a Mouni Baraka qui avait l'appareil de gouvernorat. Et puis il y a Azali qui... Vous voulez dire, ils avaient l'argent? Ils avaient le moyen, quoi. Voilà. Ils avaient l'argent. Oui, ils avaient cet argent, vous pensez qu'ils l'ont trouvé où? Il faudrait leur poser la question. Moi, je vais me poser la question, puisque lorsqu'on sait le salaire d'un ministre comorien, qu'on voit certains candidats dépenser dépenser autant de milliards, effectivement, il y a lieu effectivement de se poser des questions. Je vais poser une question qui est récurrente à l'actualité du moment. Je pense notamment aux fameux à 2 décrets. C'est une question que j'ai posée à votre collègue, qui est aussi avocat, Maître Fahmi, sur l'appréciation en tant que juriste des agissements du président en matière juridique ces derniers temps. On a l'impression que le président n'est pas entouré de juristes et qu'il tire à vue. Je pense notamment au décret abrogeant la commission anticorruption, qui était une loi. Mais donc, vous savez très bien quand même que la loi, je ne vais pas vous apprendre le droit. Et puis deuxième sortie, le directeur de cabinet, dans ce fameux décret dont on parle, a été débouté. Donc c'était un camouflet pour le président. Mais au passage, le directeur de cabinet du président a qualifié de politique et de partisan la Cour constitutionnelle. Je vous pose cette question qui demande 2 réponses. Quel est votre avis en tant que juriste et en tant que politique? Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a une confusion qui est préjudiciable pour les Comores. Une confusion qui est entretenue par le président Azali lui-même. Cette confusion, il a volontairement provoqué le jour de sa prestation de serment. Oui, moi je trouve que... Oui, Azali, voilà, Azali, il est président. D'accord? Il n'est pas imam. Vous voyez, c'est déjà pour moi... Mais lui s'appelle imam. Oui, il veut qu'on l'appelle imam. Voilà, tout le monde l'appelle imam. Il faudrait qu'il l'instaure dans la Constitution. Voilà, ses ministres l'appellent imam Azali, président imam. Vous voyez, c'est une confusion. Non, maître, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que imam, dans le sens dont on comprend dans notre culture musulmane, c'est quelqu'un qui fait la prière et tout le monde est obligé de se plier. Et c'est ça la signification qu'il donne. Donc c'est vous qui vous trompez. Non, moi je ne me trompe pas. Lorsqu'on parle de la prière, il faut aller à la mosquée. Vous voyez, mais lorsqu'on est président de la République, il y a la Constitution qui est là. On doit se conformer à la Constitution. Vous voyez, imam, il se réfère au Coran pour guider les religieux, vous voyez, pour guider la prière. Il se fonde il se conforme
au Coran. Et lorsqu'on est président, bien sûr, dans un pays musulman, il y a le Coran, et puis il y a la Constitution. Tout à fait. Voilà, donc il y a cette confusion, vous voyez, lorsqu'on est imam, ça veut dire que Oui, mais maintenant, vous êtes au-dessus de tout. Et la Constitution, vous n'avez rien à foutre. Et là, vous ne répondez pas à ma question. Voilà, vous n'avez rien à foutre de la Constitution. La phase politique, on va y arriver. Moi, je vous demande moi, je pense que personnellement, une question en tant que juriste. Voilà, je pense qu'il y a deux erreurs. Une erreur politique et une erreur juridique, constitutionnelle. L'erreur politique, c'est quoi? Juridique d'abord. Non, moi je donne politique d'abord. Non, juridique. Non. Ah non, vous voyez, et puis on va venir sur... politique, on va revenir. Non. Vous répondez à ma question. Juridique, c'est que bon, vous savez, le juridique est la traduction d'une volonté politique. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et c'est pour cette raison que je voulais, dans un premier temps, parler d'abord de la volonté politique. Et puis on parle de juridique. D'accord, ok, je vous en prie. Donc, juridique, politique, c'est quoi? C'est que le président Azali, lors de sa prestation de serment, lors de ses prises de fonction, a parlé, et même au moment de sa campagne, a parlé de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Ça, c'est un message extrêmement fort et puissant, vous voyez. Tout à fait. C'est un message vous n'allez en venir, mais vous anticipez. C'est un message fort et puissant. Et à partir de là, lorsque ce message est donné par le chef de l'État, des gens comme moi, on se lève debout. On dit, ok, vous n'êtes pas le seul, monsieur le président. Voilà. Que s'est-il passé? Mais le président, il a pris une décision qui est en contradiction totale avec cette volonté politique, du moins ce discours politique qu'il a prononcé. Il a abrogé la commission anticorruption. C'est un message très négatif, puisque si vous abrogez la commission anticorruption, cela veut dire deux choses. Soit vous ne voulez pas lutter contre la corruption, ou bien il n'y a plus de corruption. Non, mais je vous dis, voilà, tout à fait. Non, mais, soit de deux choses l'une. Soit il n'y a plus de corruption, ou bien vous ne voulez plus mener ce combat contre la corruption. Ça, c'est la partie politique. C'est la partie politique qu'on va y revenir. Et la partie juridique. L'aspect juridique, c'est quoi? Je pense qu'il était, ou bien il est mal conseillé. Bon, écoutez, elle a payé la personne qui lui a je ne sais pas s'il a payé ou non, mais je suis là. Il a payé puisque on l'a déclassé pour aller à la cour. Bon, est-ce que c'est une promotion? Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est une promotion? Non, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est une promotion ou non. Ce qui m'intéresse, c'est les gestes et les actes. Qu'il soit celui qui était là ou bien un autre. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actes et non pas les hommes. Vous voyez, puisqu'on est dans un petit pays, on se connaît tous. Bon, donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actes. J'estime que la décision du président d'abroger par décret une loi est une faute juridique aussi. Est-ce que, monsieur... Et je constate que c'est pas le seul, puisque lorsqu'on se rend compte que des jeunes étudiants, enfin de jeunes cadres comoriens qui ont été formés à l'université des Comores sont embauchés par l'État. C'est pas Mamadou qui a embauché ces gens. Non, vous passez du coq à l'âne là. Non, on va y arriver. Il faut retenir votre souffle. Toutes ces questions vous seront posées ultérieurement. Je voulais venir sur. Vous parliez justement de la corruption. Est-ce que vous pensez vraiment, seriez-vous naïf, Maître Larifou, d'intégrer un jour qu'on réglera les affaires aux Comores, les affaires de détournement? Vraiment, quand on sait que vous ouvrez une enquête, au milieu de cette enquête, vous trouvez des gens qui sont au pouvoir, qui sont impliqués. Je ne parle pas nécessairement de ce régime qui est actuellement, mais même le régime passé. Ils ont essayé, mais à chaque fois, en route, on ouvre des enquêtes et après, on voit il faut stopper parce que Mamadou est là, parce qu'Ekililu est là, mais pour ne citer que ces deux-là. Mais ces gens-là, ils ont été avec Sambi. Tous les détournements qu'il y a eu avec Sambi, avec vos alliés, ils étaient avec vos anciens alliés, notamment Sambi. Tous ces gens-là, ils ont détourné un moment d'argent. Vous savez, ceux qui sont riches dans ce pays, c'est pas les commerçants, c'est les fonctionnaires ou alors les politiques. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura une justice
qui va éclaircir, dénuder un peu toutes ces affaires. Parce que ceux qui étaient auparavant au pouvoir, ceux qui viennent de quitter ce pouvoir-là, et ceux qui sont maintenant, c'est d'ailleurs j'ai tenu les mêmes propos à votre collègue Fahmi, ceux qui étaient avant et ceux qui sont maintenant sont tous impliqués. C'est une classe politique corrompue, maître. Oui, donc, est-ce qu'il ne faut pas dire maintenant, on a assez volé, et il faut partir sur des bases. Il ne faut pas raconter des bises aux Comoriens. Le peuple comorien n'est pas dupe. Moi, je comprends votre... C'est pas une question, mais c'est une réaction révoltée que vous manifestez. Je vois que vous êtes révolté. Mais bon, je vais vous dire une chose. Par rapport à la corruption et les détournements des deniers publics, il n'y a pas de fatalité à cela. Vous voyez, c'est un cancer, c'est une maladie qui affecte la société comorienne de la tête jusqu'aux pieds. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Est-ce que la situation devait rester telle qu'elle est? Non, c'est parce que... Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? C'est la question qu'on se pose. Moi, en tant qu'acteur politique... Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à ce problème, justement? En tant qu'acteur politique, je vous réponds clairement qu'il n'y a pas de fatalité dans la corruption. Il n'y a pas de fatalité dans le détournement des deniers publics. Ce qu'il manque, c'est quoi? Ce n'est pas les discours. Vous savez, le président peut aller n'importe où et puis donner des discours et puis se faire applaudir par rapport à ça. Tout à fait. Mais ce qui compte, c'est des actes. Vous savez, c'est facile. Je peux vous dire que le jour où Kililou a prononcé son discours de lutte contre la corruption, il est allé jusqu'aux Nations Unies pour prononcer aussi son discours. Tout le monde a applaudi. Je suis allé le voir, c'est la première fois que j'ai vu Kililou. J'ai demandé à le rencontrer. Je suis allé à son bureau avec le vice-président du parti Ridja. Nous sommes allés le voir, les mains vides, pour lui dire, Monsieur le Président, nous sommes venus vous voir exceptionnellement pour vous féliciter et vous dire que vous n'êtes pas seul, mais vous aurez aussi notre soutien. Et qu'est-ce que nous avons fait, le Ridja? Nous avons organisé un concert à Jao. C'était un concert de lutte contre la corruption. Nous avons dit au président Ekililou que la lutte contre la corruption est à notre portée. C'est pas difficile. Vous n'avez pas besoin de faire venir au Comores des experts pour mener cette lutte. C'est facile. Il m'a dit, comment ça? Où est le projet de Ridja? J'ai dit, mais le projet, je vais vous le dire en 2-3 mots, Monsieur le Président. En 2-3 mots, 3 minutes. Premièrement, inscrivez la clause de non-corruption, de non-détournement des deniers publics sur tous les contrats publics. Oui, mais ça, c'est les papiers, maître. Non, je l'ai dit. Non, mais j'arrive. Mais j'arrive. Je lui ai dit, mais écoutez, dans tous les contrats, même le contrat d'achat des cahiers ou bien des stylos, inscrivez la clause de non-corruption. Et puis, tous les contrats, vous devez avoir un journal des contrats publics, de marché public. Chaque fois qu'il y a un contrat qui est signé, vous inscrivez dans le cahier public, destiné à ces genres d'opérations. Et puis, deuxième volet, c'est au niveau de la répression, Monsieur le Président. Moi, je vous demande de tenir des procès publics et radiodiffusés. Vous savez très bien, maître, ce sont des choses qui ne sont pas... Non, mais pas faisable. Mais écoutez, pourquoi c'est pas faisable? Pourquoi ça serait pas faisable? Parce que vous le savez très bien. Non, mais écoutez, je suis désolé, mais pourquoi ça se ferait ailleurs et non pas au Comores? Pourquoi nous devons rester des mauvais élèves? Parce que, vous savez pourquoi, maître? Parce que nous n'avons pas fait une guerre de libération. Non, mais ça c'est autre chose. Là, on parle de la corruption, on va parler de la guerre si vous voulez. Non, il n'y a pas eu de guerre. Là, je vous parle d'un sujet important et d'actualité. Je vous parle de la corruption des détournements des deniers publics. Que ce combat est à notre portée, mais à condition qu'on ait vraiment la volonté politique. La volonté viendrait du président. S'il n'y a pas une détermination, non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je ne peux pas être d'accord avec vous parce que les gens avec qui vous étiez alliés hier, c'était ils sont parmi les gens qui ont donné le pays. Malgré tout, vous alliez avec eux. Non, Daoud, je ne suis pas d'accord avec vous. En tant qu'animateur d'une radio qui est très bien écoutée. Ils sont suspectés. Non. Mais ces gens-là sont suspectés. Non, mais maman. Je n'ai pas dit que c'était coupable. Non, Daoud, laissez-moi répondre puisque c'est une question très importante. J'étais candidat aux élections.
Si j'étais pas candidat, non, mais écoutez, il faut que les choses soient claires. Je vous ai bien écouté. Voilà, j'étais candidat aux élections présidentielles, au premier tour. Donc, j'ai porté mes idées. Je les ai défendues. Et les Comoriens, un pourcentage qui est estimé comme étant honorable, m'ont porté haut la main. D'accord? Et au deuxième tour, j'étais pas retenu parmi les candidats au deuxième tour. Bon, en tant que politique. Non, mais écoutez, je suis désolé. Vous aviez la faculté d'être à l'écart de tout ça. Moi, j'allais dire, moi, à votre place, par exemple, je le dis, je le dis, moi, je ne suis pas marié avec ces gens-là, parce qu'ils sont impliqués dans des affaires. Non, mais c'est ça, c'est la logique. Non, c'est pas la logique. Non, mais moi, je suis quand même. Mais il y a un paradoxe. Non, il n'y a pas de paradoxe. Les choses sont claires, il n'y a pas de paradoxe ni d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté ni paradoxe. Est-ce qu'il y a eu des détournements dans le régime de Clear ou pas? Oui ou pas? Chez Sambi, il y en a eu, oui ou pas? Et après tout, vous avez à un certain moment de l'histoire, dans un premier temps avec Sambi, dans un deuxième temps, vous avez soutenu Mamadou. Et tous ont pioché dans la caisse, ces gens-là. Et vous êtes quand même, allez, on suspecte. Daoud, vous le savez très bien. Non, je le sais très bien. Il faut que les choses soient. Pourquoi vous alliez avec eux? Non. Mais écoutez, je vous dis que j'étais candidat aux élections. Non, répondez à moi, Non, je vais vous répondre. Vous alliez parce avec que des au gens deuxième tour, au deuxième tour, je suis un acteur politique de ce pays. Au deuxième tour, pas parce que vous étiez un acteur politique. Au deuxième tour, je me devais. Vous me laissez répondre aux questions. Au deuxième tour, je me devais me rallier avec un candidat pour espérer participer dans des actions gouvernementales, mettre mes empreintes, mes idées, le mettre en action. Bon, voilà l'objectif. D'accord. Mais au premier tour, mais si cette reproche que vous faites, les remarques que vous faites, qui sont fondées, justement. Non, justement, les remarques auraient été fondées si au premier tour, le RIDA n'avait pas été candidat aux élections. Mais nous avons été candidats en tant que parti politique qui a ses propres idées, n'est-ce pas? Vous avons été candidats aux élections, nous avons défendu nos idées, nous continuons à les faire aujourd'hui. Mais les idées n'étaient pas dans ce camp-là que vous avez soutenu, Maître Larifou. Ni dans le camp. Non. Mais dans les deux camps. Dans tous les camps. Dans tous les camps. Non. Vous avez moi, je fais la politique. Non. Vous aviez la possibilité de. Moi, je suis pas membre d'une association. Vous aviez la possibilité. De vous abstenir. Non, pas du tout. Je suis un acteur politique. Je suis pas membre d'une association religieuse. Je suis membre d'un parti politique, je dois porter mes idées politiques sur la scène politique, dans une action gouvernementale, pour qu'un jour je puisse mettre mes empreintes et puis espérer un changement pour ce pays. Vous estimez que vous pouviez changer si Mamadou avait gagné? Bah écoutez, si Mamadou... C'est que vous êtes naïf, monsieur. Mais non, je ne suis pas naïf, non, si Mamadou avait gagné... Il a été quand même vice-président. Non, mais Mamadou... Il n'a rien changé. Bah écoutez, comment il pouvait changer un an après? Expliquez-moi un peu. Non, mais maman, j'espère que vous le poserez la question. Il sera là, il viendra, vous lui poserez la question. Moi, je suis là. Non, je suis pas comptable. Je suis pas comptable du passé de Mamadou. Il faut que les choses soient très claires. Je suis pas comptable du passé politique de Mamadou. Il est le seul à pouvoir défendre son bilan. Il y avait une dynamique du deuxième tour, n'est-ce pas? Puisqu'au premier tour, on défend ses idées. Et au deuxième tour, on se rallie dans une dynamique de rassemblement. Je pense que parmi les 3 candidats qui étaient retenus au deuxième tour, Mamadou est celui qui, jusqu'à maintenant, j'ai encore cette conviction, réunissait suffisamment des conditions pour propulser le pays dans une dynamique de changement. Vous voyez, le changement, c'est pas forcément Mamadou. Le changement pourrait venir aussi de ceux qui l'entourent. Du président, éventuellement. Non, de ceux qui l'entourent aussi. Mais vous savez ce que je pense en ce moment, en vous entendant parler? Je pense que vous êtes un homme qui se cherche. Parce que, tel que je vous connais, personnellement, humainement, et votre sincérité en politique, je pense que vous êtes pas nombreux. J'aimerais bien m'introduire dans cette race-là, mais en toute modestie, non. Je pense que c'est un combat qui est très difficile et qui est très long. Et ce combat dont quelques-uns d'entre vous, je pense à ces candidats, à ces nouveaux candidats, les Alissa Ali, tous les jeunes qui étaient candidats, sont des gens qui aspirent au changement, qui à peu près, qui me font penser à vous au début d'ailleurs. Mais on a l'impression que vous êtes assagi, vous êtes prêts parce que vous teniez des discours assez durs. Je vous ai un peu suivi.
quand à vos débuts. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes ramolli. Non. Non, j'ai pas, comme disait l'autre, j'ai pas changé, je suis resté le même, vous voyez. Donc j'ai pas changé, hein. Non. Mais il est vrai qu'avec le temps, on voit les choses différemment. J'ai réuni des conditions d'expérience et qui me poussent maintenant non pas à être lâche, puisque je suis pas lâche, avec qui que ce soit, ni avec mon pays d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec Azali? Si Azali aujourd'hui, il dit Maître Larifou, venez on travaille ensemble, est-ce que vous êtes prêt? Et si oui, quelles sont les conditions? Bon, écoutez, si Azali me demande de travailler avec lui, je fais quand même la politique, j'ai des idées, je pense qu'Azali connaît mes idées. Non, Azali, Azali connaît mes idées. Il ne faut pas tourner autour de la question, Maître Larifou. Azali connaît Est-ce que si Azali vous appelle demain, il vous dit, apparemment, si Azali, les choses sont claires. Azali m'appelle, me dit, écoutez, je souhaiterais avec vous parler des Comores, mener des combats pour les Comores. Oui. Travailler avec moi. Oui, pour les Comores, voilà, à travers bien sûr, des idées. Voilà. Bien sûr, parce que oui, bien sûr. Donc vous êtes disposé. Écoutez, moi je suis là pour servir. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à Azali comme quoi vous êtes disposé à travailler avec lui? Non, je ne lance pas. Non, je ne lance pas. Est-ce que vous pouvez répéter que vous pouvez, si Azali vous appelle, vous direz oui. Les choses ne se passent pas. Daoud, je suis désolé, mais les choses ne se passent pas comme ça. Il ne faut pas tourner autour de la question, maître. Est-ce que si demain Azali vous appelle, vous allez travailler avec lui, oui ou pas? Vous m'avez posé la question, vous m'avez demandé si Azali m'appelle pour travailler avec lui, est-ce que je suis disposé, oui ou non? Je vous dis que moi, j'ai pas d'a priori lorsqu'il s'agit des Comores. Ok? Et c'est pas moi de faire appel. Parce que je suis pas président. D'accord. Alors, et Azali connaît mes idées, mes convictions, mes engagements pour ce pays. Je vais vous dire maintenant, je vais vous dire une chose. Ce que Saïd Larifou, actuellement, à l'instant où je vous parle, j'ai une série d'actions concrètes, sociales, économiques pour ce pays. Dans votre région? Non, parce que je trouvais que vous êtes devenu journaliste. Non. Vous souhaitez que du bien que dans le Badjini? Non, je vais vous dire. Et d'ailleurs, oui, si, monsieur. Si, monsieur le motard Bombadjini, vous êtes mais vous êtes devenu un peu sectariste? Non, je vais vous à la limite campagnard? Voilà, campagnard, oui. J'aime bien campagnard. Oui, campagnard dans le sens. Attendez, non, c'est pas dans le sens, péjoratif. C'est très secteur. Non, je vais vous dire. Tout se fait dans le Badjini là-bas. Tous les jours, on voit tout ce que vous pouvez souhaiter comme bonheur, c'est le Badjini. Non, je vais vous dire. Est-ce que vous voulez créer une république là-bas? Non, oui. Parce que vous ne pouvez pas la créer ici sur l'ensemble des Comores. D'accord. Je vais vous dire une chose. C'est que Saïd Larifou, il n'est pas président. Il n'est pas ministre. Il n'a aucune fonction politique dans ce pays. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque j'ai ouvert la bibliothèque, je ne l'ai pas ouvert en Badjini. La bibliothèque qui s'appelle... Universitaire, vous dites. Oui, voilà. C'était à Moroni. Lorsque j'ai ouvert la radio et la télévision, je l'ai ouvert à Moroni. Ça, c'était avant. Non, j'arrive. Non, mais ça, c'était avant. Non, j'arrive. Vous parlez des actions que vous avez Non, mais j'arrive. Que vous avez faites il y a quelque temps. Moi, je vous parle du présent. Non, mais est-ce que vous posez des questions, vous répondez vous-même? Non, vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Non, mais est-ce que moi, je veux bien que vous posez des questions et vous répondez vous-même. Non, mais... si vous ne me laissez pas... Je vous laisse. Voilà, ok, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qui se passe-t-il actuellement? C'est que je pense, et ça, vous allez le savoir dans les prochaines semaines, puisqu'il y a un travail de communication qui est intense, que nous allons mener pour expliquer notre vision de la société comorienne de demain. Vous voyez? Pour ça, il faut que vous soyez à Moroni. Non, mais écoutez, laissez-moi d'abord. Mais pour ça, il faut que vous soyez à Moroni. Si vous me coupez, personne ne va comprendre ce que je vais dire, et puis les gens auront du mal aussi à suivre vos questions. Bon, ce que je vais vous dire, c'est qu'à partir du 29, je vous donne les dates, à partir du 29 octobre, il y aura un travail de communication intense, soutenu, pour expliquer la vision des Comores que j'ai et que je partage avec mes amis du Riga. C'est quoi? C'est que nous avons 21 régions sur l'ensemble du territoire, en Joan Moïli, la Grande Comore, 21 régions. J'ai créé 21 associations qui s'appellent les conseils régionaux pour les développements économiques
de chacune des régions des Comores. Nous en avons 9 à la Grande Comore, 9 conseils régionaux. Concrètement, c'est quoi? Non, je vous explique. Non, mais avant de parler de contenu, je vais vous parler du concept d'abord. Oui. 9 conseils régionaux à la Grande Comore. Autant en Juan, autant à Moélie. J'ai pas le moyen humain et le moyen financier pour mener des actions sur l'ensemble des conseils régionaux en même temps. Donc il fallait avoir 1 ou 2 ou 3 régions pilotes, n'est-ce pas? En l'occurrence, le Badjini. Et Hamahame également. Chez vous, Et Michamiouli aussi. Non, mais j'arrive. Oui, non, mais écoutez. Je note que ces actions, vous les avez menées dans le Badjini chez votre maman, vous les avez menées dans le Hamahame chez votre père. Ah oui, parce que c'est là où j'ai. Non, mais c'est là où je trouve. Dans le Nord sans passer par le Michamiouli. Non, mais c'est facile. Bon, moi, je vous connais. Demain, si j'ai envie de mener une action, je le ferai avec vous, puisqu'on se connaît. Voilà. Bon, donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de mobiliser les gens de Badjini, puisqu'ils me connaissent davantage, de les mobiliser financièrement et de les mobiliser humainement et aussi également et économiquement à travers ce que je souhaiterais faire. Quelle est l'incidence sur la vie des populations? Je pense qu'aujourd'hui on parle trop de politique politicienne. Oui, mais tout à fait. Mais moi je préfère. Très prochainement, j'espère dans 2 semaines, si vous êtes d'accord, vous m'inviterez ici. Je vous parlerai de ce qu'on va faire. Précisément, puisqu'il y aura un travail de communication qui sera fait à travers les actions économiques. Ça fera un plaisir pour voilà, à travers les actions économiques que nous allons mener, puisque notre objectif c'est quoi? C'est de lutter, c'est pas de blabla, c'est du concret. C'est de lutter contre la pauvreté, c'est de lutter contre... Là, vous avez l'occasion de faire une émission pour ça à Maître Larifou, parce que nous voulons sortir les jeunes du chômage. D'accord. Nous avons comme ambition de regrouper des jeunes. On va passer parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Je l'ai bien voulu parce que c'est très intéressant. Vous êtes un homme politique d'envergure nationale. Maintenant, on va parler commenter l'actualité du moment. Donc, les 100 jours d'Azali sont passés. On va vers le 5e mois. Quel est le bilan que vous tirez justement de la gestion d'Azali jusqu'à ce jour? Écoutez, moi, quel est le regard? Moi, je vois beaucoup de cacophonie. Bon, je pense que jusqu'à maintenant, le président Azali n'a pas trouvé le ton pour mettre un peu de timbre dans l'enveloppe destinée aux Comoriens. Vous voulez dire qu'il est sans direction? Bon, j'estime que pour l'instant, on n'a pas encore une orientation qui est claire de ce que le président Azali souhaiterait faire de ce pays. Voilà. Moi, je constate une chose, c'est que... Vous n'êtes pas le seul. Moi, je vais vous dire une chose. Cette appréciation est partagée. Oui, et partagée. Et moi, je pense que nous devons... C'est la faute à nous, les politiques. Nous devons le dire aux Comoriens, que nous avons un pays qui est à terre. Le tort d'Azali, c'est de ne pas dire aux Comoriens la vérité. Ça, c'est le tort d'Azali. C'est de ne pas dire aux Comoriens... Par exemple, quelle vérité il aurait fallu qu'il ait? On a un pays qui est à genoux. Il faut pas dire, il faut pas dire aux Comoriens que dans 5 mois vous allez avoir l'électricité s'il est persuadé qu'il n'y en aura pas. Oui, en parlant d'électricité, il semblerait qu'il y a un journal du Coin aujourd'hui qui dit que bon, il y a des soucis avec l'homme d'affaires qui a été retenu pour nous électrifier, qu'il aurait pris la caisse et partir. Et est-ce que vous avez des renseignements? Non, si c'est vrai, bon, c'est quand même regrettable. Au moins une partie de la caisse. Ouais, bon, je sais pas si c'est vrai, ce serait vraiment dommage puisqu'il y a une dynamique qui a été enclenchée, du moins à travers les discours. Et les Comoriens, certains ont commencé à croire qu'effectivement c'est possible. Je pense qu'effectivement que c'est possible. Mais je pense la première chose qu'Azali devait faire, c'est de prendre le micro, et c'est pas encore trop tard, de s'adresser aux Comoriens, dire dans quel état se trouve le pays. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça pour moi c'est très important que toute autre chose. Il faut que le président Azali s'adresse aux Comoriens. Il faut qu'il appelle les partis politiques comoriens pour leur donner le bilan du pays avant d'envisager de faire autre chose. Il faut d'abord qu'ils nous donnent le bilan. Où est-ce qu'on est le pays aujourd'hui? Tout à fait. On est au mois d'octobre 2016. Il faut que le président Azali s'adresse aux Comoriens, appelle les acteurs politiques de ce pays pour leur dire, voilà comment je trouve le pays. Ça c'est très important avant de dire où est-ce qu'il veut orienter le pays. Ça c'est premièrement. Et puis Daoud,
On est un pays pauvre, on ne produit rien dans ce pays. On ne produit rien. Comment vous pouvez faire un bilan d'un président d'un pays qui ne produit rien? Oui, mais il y a une réforme des structures à faire. Vous savez, on ne produit rien dans ce pays. Mais ça n'a rien à voir. Ah, mais si, c'est important. Une réforme structurelle de la société. Tout l'argent qu'on va mendier à l'extérieur est destiné à payer les fonctionnaires, est destiné à payer le ministre, à payer le président. Oui, mais ça, c'est la politique. Non, mais c'est pas comme ça. Mais, donc là, il ne faut pas parler d'avenir. Il faut parler d'une situation chaotique. On va crever. Bon, alors voilà. Donc moi je pense la nation et puis après il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il soit courageux. Il faut qu'il prenne des mesures courageuses. À votre avis. Non, il faut qu'il soit courageux. Moi je suis désolé, mais lorsque j'ai lu quelque part, je suis pas venu régler des comptes, mais demander des comptes. Écoutez, il faut arrêter avec ces formules à la con. Il faut régler des comptes s'il y a lieu de régler des comptes. Vous parlez quoi? Moi je parle de lutte contre la corruption. Il y a des gens qui se sont enrichis dans ce pays. On ne sait pas dans quelles conditions ces gens-là se sont enrichis. Il y a une volonté qui a été émise par le président de la République et son ministre de la Justice. Ses premiers discours, c'est de dire, écoutez, il l'a dit dans une radio concurrente, pour dire, écoutez, n'attendez pas que le policier et le procureur viennent chez vous. Venez rendre ce que vous avez volé. Mais puis après, depuis ces discours, on ne voit rien de concret. Actuellement, maître Larifou, actuellement, certains membres de la CNI sont en détention à la maison d'arrêt de Moroni. Est-ce que vous êtes au courant? Bien sûr, je suis au courant et je salue, puisque j'étais le premier à avoir demandé à ce que ces gens-là soient démis de leurs fonctions, puisqu'ils avaient des fonctions très sensibles, s'agissant de l'organisation des élections, et ces gens-là ont été accusés des faits extrêmement graves. Et leur honnêteté a été mise en mal avant même la tenue des élections. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on a eu autant de difficultés pour organiser les élections dernières. Bon, donc leur détention, d'abord l'ouverture de l'information judiciaire. Moi, je ne me réjouis pas du fait que les gens soient en prison. Je ne me réjouis pas du tout. Mais le fait que les gens... millions... Non, mais c'est un bout de pain, 150 millions par rapport à l'enveloppe de l'argent des... Moi, je ne me réjouis pas que les gens soient en prison, mais lorsque les gens touchent l'avenir de ce pays, l'avenir de nos malades, l'avenir de nos jeunes, l'avenir de nos opérateurs économiques, et qu'à partir, à travers leurs décisions à la con, ils mettent le pays à genoux et à 100, ils méritent effectivement d'aller en prison. C'est une punition pilote, puisqu'on sait que beaucoup ont pris dans la caisse et puis on n'en fait rien. On ne fait rien de ces gens-là. Ils sont là, ils se promènent. Écoutez, vous le savez très bien. Ah oui, mais moi j'ai... Les anciens d'amis d'hier. Non, mais écoutez, les amis, moi mon ami c'est les Comores, d'accord? Lorsque je me rallie à quelqu'un, c'est parce que je pense que je pourrais peut-être me rallier à lui pour apporter une solution aux Comores. Mes amis, ce sont les Comoriens. Ma patrie, c'est les Comores. C'est pas un parti politique ou bien qui que ce soit. Je me rallie à une personne si j'estime que les intérêts des Comores, ils justifient. Voilà. Donc, il faut que les choses soient très claires. Je parle de mon pays d'abord et les amis après. Un ami dont le comportement ou bien les actes sont de nature à compromettre les intérêts de ce pays, je choisis mon pays d'abord. Bon, donc les choses soient très claires. Moi, j'estime que la lutte contre la corruption, telle qu'elle a été définie et mise en œuvre par le gouvernement, doit être soutenue sans distinction de qui que ce soit. Vous dites que ça a été mis par le gouvernement, mais je vous trouve naïf, maître Larifou. Vous trouvez que le gouvernement fait quelque chose pour lutter contre la corruption? Pas suffisamment. Non, pas suffisamment. Mais déjà, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou bien si c'est une action judiciaire, mais déjà le fait que les membres de la CENI, ça c'est un signal extrêmement fort, que les membres de la CENI soient détenus et poursuivis pour histoire des détournements, c'est un pas. C'est un pas. Donc vous trouvez que votre collègue, le ministre de la Justice, travaille parfaitement. Et d'ailleurs, qui a fait j'ai eu à l'inviter lors de la dernière mission, il a fait beaucoup d'éloges à votre égard. Donc je vois bien que vos relations se sont améliorées. C'est votre collègue, le ministre de l'Intérieur, qui diligence ces enquêtes. Quelle appréciation vous faites justement de son ministère, son action, je veux dire? Écoutez, moi pour l'instant, j'ai pas encore vu des actions très concrètes. Bon, il y a les membres de la CENI, c'est vrai, qui ont été arrêtés. Mais moi, j'aurais bien voulu que tous les dossiers qui sont au palais de justice sortent et que le ministre de la Justice engage des vraies réformes,
des vraies réformes pour mettre ce pays... Vous êtes silencieux quand même. Non, non, non. Vous êtes en train de dire, vous voulez que ça, mais vous ne faites rien. Dans le passé, vous avez fait des choses dans ce sens. Écoutez, monsieur, mais là, on ne vous entend pas ces derniers temps. Mais là, vous m'avez invité, je suis venu. Oui, mais... Mais là, une semaine de cela, j'ai tenu une conférence de presse pour vous dire... Non, plus d'agitation. Non, mais écoutez, l'agitation, moi, je sais quand... Et le journaliste ne me demande jamais de faire ce que je dois faire. Je le fais lorsque j'estime qu'il y va de l'intérêt. Ça, c'est les journalistes. Moi, je n'en suis pas. Voilà, vous êtes animateur. Ouais, voilà, un animateur ne me demande jamais de faire ce que je devais faire pour mon pays. Je sens et je fais. D'accord. Voilà. J'ai tenu une semaine de cela, j'ai tenu une conférence de presse. J'ai tenu une conférence de presse pour parler justement de ce qui se passait, notamment l'arrestation des membres de la CENI. J'ai réagi par rapport à ça en soutenant cette action pour dire que c'est une très 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 bonne chose. Et que moi j'attends que d'autres initiatives soient prises pour les saluer également. Mais j'estime que le ministre de la Justice ne fait pas suffisamment. Ne fait pas suffisamment. Il faut des vraies réformes de la justice. Et là, j'attends voir les textes que le ministre... Bon, notamment... Oui. Quel commentaire faites-vous de l'architecture du gouvernement actuel? L'architecture. Écoutez, bon, moi, je suis pas Azali, hein. Non, mais vous, en tant qu'homme politique, vous pouvez commenter l'architecture du gouvernement. Écoutez, moi, je pense que Azali, il a des comptes à rendre. Il a le choix des hommes. Il a l'ori. Vous voulez dire qu'il remercie? Non, je veux dire que Azali, il est le président de l'Union des Comores. Il a le choix des hommes. Il a dit, moi je l'ai lu dans le Jeune Afrique, l'avant-dernier numéro, il a dit que c'est tout à fait normal pour lui de remercier ceux qui l'ont soutenu. Mais moi je vais dire une chose, c'est qu'Azali ne va pas passer 5 ans au pouvoir pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Il est le président, du moins, sur le slogan. Tout à fait. Non, le slogan, président pour tous. Pour tous, tout à fait. Bon, voilà. Donc il n'est pas le président seulement de ceux qui l'ont soutenu. Donc il ne va pas passer 5 ans à remercier ceux qui l'ont soutenu. Et c'est nous qui ne l'avons pas soutenu, nous ne sommes pas des Comoriens? Non, mais... on est des Comoriens aussi, donc il faut qu'il soit président de tous les Comoriens, non pas seulement de ceux qui l'ont soutenu. Mais donc, vous le savez, ça c'est la règle en politique, même. Oui, mais la règle... Vous veniez de citer l'exemple de la France tout à l'heure. C'est comme ça, l'usage en politique veut que le Premier ministre, par exemple, bon, c'est pas le cas du Comores, on remercie la majorité. Bon, après, il y a la phase technique qui va suivre. Non, mais c'est pas une plaisanterie, il a une lourde responsabilité, le fait d'être président d'un pays qui est complètement à genoux. Donc qu'il soit gratifiant. Il ne prend pas la mesure de la tâche. Voilà, qu'il soit gratifiant. Il ne prend pas la mesure de la tâche. Qu'il soit gratifiant à l'égard de ceux qui l'ont soutenu, ça je peux comprendre. Mais il ne va pas passer 5 ans à remercier, à gratifier et oublier qu'il y a un pays qui s'appelle les Comores. Il y a des jeunes qui sont là, qui attendent des signaux extrêmement puissants. Il y a des malades qui sont là, qui crèvent tous les jours, qui attendent des médecins et des médicaments. Il y a ceux qui ne mangent pas à leur faim. Et ça, ils attendent que le président assume ses responsabilités. Il faut qu'Azali soit le président qui produise des richesses dans ce pays. Nous voulons un président qui remodèle ce pays. Nous voulons un bâtisseur, il faut qu'il soit un bâtisseur. Il ne faut pas qu'il passe tout son temps à gratifier. Je sais que ce n'est pas évident, mais nous sommes là. Mais bon, j'ai bien compris, de toute façon, parmi les points que j'ai retenus dans cette émission, que vous êtes disposé à apporter. Je ne vais pas dire... Mais je le fais déjà. Non, à apporter. Non, mais je le fais déjà. Dans le régime, en participant dans un gouvernement d'Azali. Oui. C'est ce que, bon, j'ai vu ça. Non, mais Daoud, que vous êtes disposé. Oui, Daoud. Et en fait, quand j'écoute, Maître Larifou. Que cette émission soit politique, ça je le veux bien. Non, mais il faut aussi que ça soit... Maître Larifou, laissez-moi vous terminer ma question, après vous répondrez aisément. J'ai invité M. Msaïdiye, qui était votre vice-président, enfin, que vous avez soutenu. Il est disposé à travailler avec Azali. Vous êtes disposé à travailler avec Azali. Tu es fou et tout le monde est disposé avec Azali. Il n'y a que Mamadou aujourd'hui à qui je n'ai pas invité. J'aurai certainement l'occasion de le faire. Mais alors, on va se retrouver dans un pays où tout le monde est disposé à travailler avec Azali. Daoud, il faut être quand même très, très prudent. Je reprends, j'espère que j'aurai un petit temps
J'espère que j'aurai un petit temps pour m'expliquer davantage là-dessus, puisque c'est quand même très important. Je ne suis pas là pour demander à copiner avec qui que ce soit. Non, je ne demande pas à être copiné et à copiner avec qui que ce soit. Moi, j'estime tout simplement, en tant qu'acteur politique de ce pays, que notre pays traverse une crise sociale et économique sans précédent. C'est un pays qui est à genoux, les Comores. Je pense qu'à un moment, nous devons tous nous retrouver, et ça c'est ma conviction, oui, nous devons tous nous retrouver ensemble pour sauver le bateau Comore, sans distinction de celui qui a soutenu X ou Y. Je suis d'accord avec vous. Nous devons avoir un président effectivement qui rassemble les Comoriens pour sortir le pays de cette crise profonde. Et ça c'est ma conviction. Vous savez, moi il y a une formule d'Alain Juppé qui lui disait que bon, il regrette qu'Hollande après son élection se renfermer entre amis. Et que lui, il estime que c'est important, un pays, alors que c'est une grande puissance, hein, c'est la 5e puissance économique mondiale, que la France, compte tenu de la situation qui est la sienne, il est important que la France regroupe toutes les tendances, sauf les extrêmes. Vous voyez ? Cela ne veut pas dire que le socialiste ne sera pas socialiste. Cela ne veut pas dire que la droite ne sera pas la droite. Mais il arrive un moment dans un pays où les forces doivent tous ensemble se tenir les mains pour sortir leur pays de la situation. Je pense qu'il y a un message que vous envoyez à Zali. Je pense non, c'est pas question Zali. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous envoyez au président. Je vais vous dire déjà. Ça, c'est un message honorable. Bien sûr. Non, mais oui, mais je vais vous dire une chose, mon frère. Aujourd'hui, vous dites Badjini, c'est caricaturer un petit peu ce que je suis en train de faire. Écoutez, bon voilà, puisque ça ne sera pas qu'un Badjini, mais j'ai pas le moyen, vous voyez, j'ai pas le moyen humain, financier pour faire sur l'ensemble du pays. Mais il me faut 2-3 régions pilotes. Et je pense que c'est facile, effectivement. Au passage, je retire le mot campagnard, parce qu'il n'était pas bien apprécié. Non, mais écoutez, je sais que vous êtes pris sur le feu de l'émission. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous allons bientôt, à partir du 21 novembre, organiser une foire formatrice et artisanale. Maître Larifou, je veux bien que c'est très passionnant ce que vous allez entretenir, mais il ne nous reste que 3 ou 4 minutes. Bon, la régie nous fait signe qu'on doit arrêter l'émission. Maintenant, si vous devrez vous adresser aux Comoriens, quel est le message? Et puis deux, quelles sont, là vous parlez des actions politiques, mais plutôt sociales actuellement. Quelle est l'orientation politique de demain pour vous? Quelle est la perspective politique? Écoutez, la perspective politique pour moi, je ne suis pas dans le pouvoir. La perspective politique pour moi, c'est de préparer l'alternance, gagner les prochaines élections. C'est clair. Les législatives dans un premier temps. Aux législatives, mais en tout cas gagner les prochaines élections. Le RIGA va tenir son congrès dans les prochains mois. Et puis nous préparons les grandes échéances. Il y aura un mouvement massif d'adhésion, une campagne d'adhésion du RIGA. Le RIGA va se restructurer au niveau de ses statuts, au niveau de ses membres, et puis nous allons dégager notre vision. La régionalisation des Comores, c'est aussi notre nouvelle vision. Ça va être notre cheval de bataille. Et puis, un cheval de bataille qui, pour moi, est très important. La lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics. Ça, pour moi, je ne peux pas dormir, voir des gens qui mettent la main dans la caisse, qui prennent les deniers publics. Non. Moi, je demande au président d'Azali de revoir cette politique qui tend à augmenter le salaire de ses ministres, alors qu'il y a un mouvement de diminution de salaire des fonctionnaires. Et puis des licenciements. Vous n'avez pas parlé, justement. Oui. Non, mais je voulais en parler tout à l'heure. Les licenciements. En 2 mots, Ouais, moi, je trouve que c'est licenciement injuste. C'est un licenciement injuste et socialement dangereux. Mais ils étaient nécessaires, ces licenciements. Non, pas nécessaires. Est-ce que l'augmentation de salaire du gouvernement était nécessaire? Non. Écoutez, mais je vais dire, même si c'est nécessaire. Ces gens-là ont été embauchés, mais... mais écoutez, ces gens-là ont été embauchés par l'État. Très franchement. Non, mais je suis désolé, mais ces gens-là ont été embauchés par l'État comorien. Oui, tout à fait. Mais alors, de façon, et de quelle manière? Ça, je ne sais pas, mais mais écoutez, nous sommes des gens qui ont des contrats. Attention, je suis très sensible à cette voilà. Non, moi, je ne peux pas accepter que des jeunes Comoriens qui ont été formés par l'université des Comores, embauchés par l'État comorien,
se fasse remercier comme ça. Ni de procédure, Tout à fait ni de d'accord procédure, avec vous. ni reclassement. Mais, Il y a des solutions à cela. Au lieu d'envoyer ces jeunes dans les rues de Moroni, je pense qu'il y a des possibilités de reclassement de ces jeunes. Il n'y a pas eu des entretien. Il n'y a pas du secteur privé. Non, mais comment il faut les reclasser, il faut les reclasser. Comment les reclasser? Mais ils sont quand même 2800 jeunes qui ont, d'accord, ils sont tous diplômés. C'est un drame Non, social. mais ils sont tous Je diplômés. suis d'accord, On ne peut pas les laisser comme ça. Alors, comment reclasser ces gens-là? Écoutez, il faut les prendre, discuter avec eux, voir leur niveau, quelles sont leurs ambitions, les aider, etc. Les faire passer les concours. Non, on peut pas. Non, je ne sais pas, le concours pour les mener où dans la fonction publique alors qu'on vient de les sortir. Il faut que ces jeunes soient appelés par le gouvernement, voir quelle est leur ambition. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces jeunes? Dans quel secteur ils peuvent être utiles pour le pays? Mais les renvoyer dehors comme ça dans les rues de Moroni, vous les voyez, ils sont là, ils savent même pas quoi faire. Ils risquent de devenir des révolutionnaires. Et personne ne peut les en vouloir après. Des révolutionnaires. Bien sûr. Ah, c'est agréable d'entendre ça. Bon, Maître Larifou, on arrive à la fin de l'émission. Quel est le message que vous voulez donner au peuple comorien? Écoutez, je pense que nous traversons effectivement une situation sociale et économique extrêmement difficile, mais j'ai bon espoir pour ce pays. Chers auditeurs, voilà enfin la fin de notre émission. C'était un grand plaisir d'accueillir mon ami Larifou. Cette discussion a été tantôt apaisante, mais tantôt houleuse aussi. C'est le débat qui le veut. Et nous souhaitons que cette émission fût utile et puis qu'on a appris des choses. Et à bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission.